Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose qu'on puisse débuter ce webinaire donc, sur la vaccination HPV dans les collèges et les ESMS. Alors, je vais prendre quelques minutes pour dire quelques mots d'introduction et puis aussi pour présenter les intervenants. On est dans un format webinaire pour cet échange. Ça signifie que on va vous inviter en fait à utiliser la fonctionnalité questions et réponses pour pouvoir nous adresser vos questions et nous on pourra les prendre en sachant qu'on va organiser 2 temps de questions et réponses. On aura un premier temps de questions et réponses à la suite de l'intervention du docteur Khatchatourian. On aura un deuxième temps de questions et réponses à la fin de la présentation. Ce webinaire va aussi être enregistré. C'est pour permettre aux personnes qui ne pourraient pas être présentes ce midi mais qui auraient souhaité pouvoir assister au webinaire de pouvoir retrouver un lien et de pouvoir, s'ils le souhaitent, regarder ce webinaire en replay. Sur les quelques mots d'introduction, ce qui me semblait important comme information à vous redonner et peut-être à contextualiser. Ce webinaire, il s'inscrit en fait dans le cadre d'une instruction interministérielle concernant cette campagne HPV en fait dans les collèges et les ESMS qui a été publiée en décembre 2024. Et cette instruction, elle a déjà fait l'objet d'une diffusion et d'une communication auprès de l'ensemble des ESMS. Donc normalement, c'est quelque chose pour lequel vous avez déjà de l'information et pour lequel vous êtes déjà affranchi. Pour certains, c'est même plus qu'affranchi parce que pour certains, il y a une expérimentation sur laquelle on reviendra avec quelques structures qui testent déjà effectivement la vaccination HPV dans les établissements sociaux et médico-sociaux. Ce qui me semble aussi important à vous dire, c'est que c'est une action qui se veut universelle et proportionnée. C'est important d'un point de vue de santé publique, et quand on dit qu'elle est universelle et proportionnée, c'est qu'en agissant auprès de l'ensemble des enfants qui sont en collège en classe de 5e, on sait qu'on arrive à toucher tous les enfants qui sont tous scolarisés en classe de 5e. Mais en fait, quand on dit ça, on se dit en fait non, pas tout à fait. Et c'était aussi la logique de cette instruction, c'est de se dire que finalement, il y a des enfants qui ne sont pas scolarisés et qui sont aussi concernés par cette campagne de vaccination. Et c'est pour ça qu'il y a cette démarche qui est entreprise de pouvoir bien évidemment élargir cette campagne de vaccination à l'ensemble des enfants et y compris aux enfants qui sont accueillis dans des structures médico-sociales. Donc pour nous, c'est extrêmement important parce que ça répond à un enjeu d'équité et puis vraiment à un enjeu d'universalisme dans l'action. Ce qui nous semble aussi important, et ça vous sera présenté par les collègues qui ont travaillé cette démarche et cet aller vers, c'est qu'on puisse proposer des solutions qui soient les plus adaptées aux réalités des établissements sociaux et médico-sociaux, et donc été travaillé autour de différentes options, et ça nous semble plutôt favorable pour permettre à chacun de s'y retrouver en fonction des options qui vont être proposées, en fonction de la réalité de ses ressources et des enfants accueillis. Et puis dernier point, c'est aussi une action de santé publique qui a du sens parce que c'est une vaccination contre le HPV et on rappelle juste l'objectif qui sous-tend derrière cette campagne de vaccination, c'est qu'on ait une couverture vaccinale qui soit à hauteur de 80%. Parce que dans les pays où ils ont pu mener ces campagnes-là, donc je sais qu'on cite souvent l'Australie en exemple, ça a vraiment été un moyen de pouvoir augmenter très significativement la couverture vaccinale et du coup de pouvoir éradiquer aussi toutes les pathologies en lien avec le HPV. Donc c'est aussi très important à ce titre-là. Peut-être un petit tour de présentation des différents intervenants. Alors, pour les personnes qui sont présentes à l'ARS, donc moi je suis Anthony Lebol, je suis le directeur adjoint de prévention et promotion de la santé à l'ARS Bretagne et je vais laisser les collègues se présenter. Oui, bonjour, moi je suis Angelo Sosso, je fais partie de l'équipe des médecins de veille au niveau de la direction adjointe veille et sécurité sanitaire à l'ARS Bretagne. Je suis Isabelle Romont, je suis chargée de mission à la direction adjointe prévention et promotion de la santé de l'ARS Bretagne. Et bonjour, je suis Jérémy Drouet, je suis chargé de mission handicap à la direction adjointe autonomie à l'ARS Bretagne. On a également nos collègues de l'assurance maladie qui doivent être présents. Cécile Dolo, oui, je vous vois. On va vous autoriser. Hop, normalement, vous avez accès au micro, Cécile. Est-ce que ça fonctionne ? Bon, je me permets, Cécile, ça ne semble pas fonctionner. Donc, Cécile Dolo, qui est de la DCGDR, donc assurance maladie. Et je ne sais pas si Christelle Le Bihan est présente, je ne crois pas la voir. On essaie dans la tentative pour. Désolé, Cécile, je me suis permis de vous présenter, on essaiera de régler la difficulté technique. Et dernier intervenant, Dr Khatchatourian, je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour. Vous m'entendez ? Très bien. Super. Oui, je suis médecin infectiologue sur l'hôpital de Quimper et je suis responsable des centres de vaccination de l'hôpital
Et on participe, nous, depuis 2 ans à la campagne de vaccination HPV dans les collèges. Et depuis cette année, on a fait aussi un établissement médico-social sur Quimperlé. Merci beaucoup, docteur. On réessaye une dernière fois avec Cécile. Est-ce que Cécile, vous réessayez? Est-ce que ça fonctionne ou pas, le micro? Ah, a priori, non. Ouais. Bon. Ce que je vous propose, c'est qu'on puisse commencer ce webinaire. Je remercie vraiment très chaleureusement les intervenants pour leur présence et on vous passe la parole, docteur Ketchat-Tourian. Ah, on ne vous entend pas, le micro est coupé. Oui, c'est mieux comme ça. Oui, l'idée, c'était de se dire qu'avant de parler d'organisation et voir comment on pourrait vacciner les jeunes dans les établissements médico-sociaux, c'était de faire un rappel sur l'intérêt de cette vaccination HPV qui, vous allez voir, n'est plus du tout à démontrer. Diapositive suivante. Alors, les papillomavirus, en fait, il y en a un très, très grand nombre et ce sont des virus qui vont nous infecter durant toute notre vie. Ceux sur lesquels on va faire un warning et ceux contre lesquels on va se vacciner, ce sont des papillomavirus qui vont plutôt infecter nos muqueuses et ce sont des virus que l'on va rencontrer durant nos premiers rapports sexuels. Alors, il faut savoir que quand on parle de rapports sexuels, on est très large dans cette thématique et qu'on parle avant tout de contact muqueuse à muqueuse. On va considérer que 80% de la population dans sa vie va être en contact avec ces papillomavirus. Mais heureusement pour nous, en fait, on considère que seulement 10% de la population, et ça on ne peut pas le savoir à l'avance, va ne pas pouvoir éliminer ce virus. En fait, il faut savoir que notre organisme, la plupart du temps, permet de nous apporter des défenses contre tous les virus, les bactéries, les parasites qu'on rencontre. Mais concernant le papillomavirus, 10% de la population ne sera pas capable d'éliminer les papillomavirus. Or, certains vont donc avoir la capacité de s'insérer au niveau de nos muqueuses, en particulier génitales, mais aussi ORL, et évoluer de manière indolente et silencieuse jusqu'à aller entraîner des dégénérescences cellulaires et entraîner des cancers. C'est ce que l'on appelle des cancers qui sont des virus qui sont dits oncogènes, c'est-à-dire qui ont la particularité de créer des cancers. Et on estime en France qu'environ 6 000 cancers par an sont en lien avec le papillomavirus, ou en tout cas certains papillomavirus. Ils peuvent être aussi responsables de verrues qu'on appelle des condylomes, mais c'est avant tout les cancers que l'on veut cibler, en particulier le cancer du col de l'utérus chez la femme, mais pas que. Et donc, on le verra tout à l'heure, depuis 2007, on a à disposition en France, mais dans plein d'autres pays, un vaccin qui est dirigé contre ces papillomavirus. Vraiment, l'idée, c'est de se dire que si des virus sont responsables de cancer, on va vacciner contre ces papillomavirus afin de donner à tout le monde la même chance de pouvoir se débarrasser du papillomavirus. Diapositive suivante. Donc, en France, et ça commence à faire un bon bout de temps maintenant qu'on propose cette vaccination, donc elle est au calendrier vaccinal de recommandations françaises depuis 2007, donc plus de 15 ans maintenant. Alors c'est vrai qu'initialement, on a vraiment ciblé les jeunes filles puisque l'on voulait vraiment protéger contre le cancer du col de l'utérus. Mais en fait, on s'est rendu compte que même les hommes pouvaient être à risque de faire des cancers en lien avec le papillomavirus et que les hommes sont aussi vecteurs des papillomavirus. Et donc, depuis 2021, on a élargi la vaccination aux garçons, sachant que l'idée, c'est vraiment d'aller cibler la vaccination chez les adolescents. On dit souvent avant qu'ils aient leur premier rapport sexuel, mais aussi parce qu'à cet âge-là, le système immunitaire est très performant et qu'on a une très bonne efficacité vaccinale en visant cette tranche de population. Diapositive suivante. Donc, comme je vous disais, les données et l'efficacité du vaccin contre le papillomavirus sont vraiment prouvées. Ce sont des données vraiment scientifiques. En fait, il a fallu attendre plusieurs années pour vraiment prouver l'efficacité de ce vaccin-là sur le cancer de l'utérus. Parce que, comme je vous expliquais, en fait, on va attraper le virus. La plupart du temps, on s'en débarrasse. Mais pour 10% de la population, ce virus va rester de manière persistante, à entraîner des lésions précancéreuses et puis des lésions cancéreuses. Et on estime en moyenne, c'est
variable d'une personne à l'autre, mais on estime en moyenne qu'il faut une dizaine d'années avant que de l'infection en arrive aux lésions cancéreuses. Et donc, c'est le temps qu'il nous a vraiment fallu en vraie vie pour confirmer l'efficacité de ce vaccin dans la vraie vie. Et donc, les études sont en train d'arriver depuis quelques années maintenant afin de nous démontrer l'efficacité de ce vaccin. Donc, Monsieur Lebot citait en exemple l'Australie, qui est un pays qui a vraiment démontré très tôt l'efficacité de ce vaccin, mais d'autres pays sont aussi avec des taux de couverture vaccinale très élevés, en particulier les pays scandinaves. Et là, donc, c'est une étude suédoise qui nous montre clairement, c'est la courbe orange que vous voyez, que on a détecté des cancers du col de l'utérus chez la femme dans le temps sur la courbe orange, et vous voyez cette courbe qui est totalement effondrée chez les jeunes femmes qui ont pu être vaccinées avant l'âge de 17 ans. La courbe bleue, c'est les jeunes femmes qui ont été vaccinées, mais un peu plus tardivement encore, d'où l'intérêt, encore une fois, d'essayer de vacciner très précocement les jeunes filles et les jeunes garçons pour optimiser l'efficacité vaccinale. Et l'autre étude, sur la diapositive suivante, est également une étude menée en Écosse, pareil, de vraie vie, où vous voyez, après plus de 15 ans d'utilisation du vaccin contre le papillomavirus, on n'a détecté aucun nouveau cas de cancer du col chez les jeunes filles vaccinées tôt, à l'âge de 12-13 ans. Donc, le vaccin marche, on en est scientifiquement sûr à l'heure actuelle. Toujours, on se pose cette question quand on parle de vaccin, mais de médicaments en général. Est-ce un vaccin sûr? Oui, c'est un vaccin qui est sûr. Je vous disais que c'est depuis 2007 que ce vaccin a été introduit au calendrier vaccinal de très nombreux pays, avec des pays qui sont avec des couvertures vaccinales exceptionnelles, contrairement à nous, avec plus de 350 000 doses probablement administrées dans le monde depuis son utilisation. Donc, on a un recul certain sur ce vaccin et sur sa sécurité d'emploi. Comme une grande majorité des vaccins, le principal effet secondaire, ça va être une réaction locale au site de l'injection et une douleur au site d'injection, parce qu'il est vrai que le produit est un petit peu douloureux, contrairement à d'autres vaccins, mais ce sont vraiment des choses qui sont bénignes. Il n'y a eu aucune alerte et on n'a aucune arrière-pensée pour des maladies inflammatoires type sclérose en plaques ou Guillain-Barré. Et diapositive suivante, je vous parlais de cette douleur au moment de l'injection. Ce que l'on redoute, c'est vraiment clairement sur la cible de population que l'on vaccine actuellement contre l'HPV. Je vous expliquais qu'il faut les vacciner tôt, mais on vaccine des adolescents et clairement la perception de l'injection, de la piqûre et puis même en fait la perception de la douleur chez ces personnes-là est souvent un peu plus importante et on sait qu'on est plus à risque d'entraîner des malaises vagaux, des réactions qu'on appelle liées au stress de la vaccination. Ce sont des réactions qui sont bénignes, qui s'encadrent très bien et pour lesquelles il faut savoir vraiment apporter de la réassurance et vraiment expliquer aux jeunes contre quoi on les vaccine, pourquoi on le fait, qu'il va y avoir un petit peu mal, mais que c'est tolérable. Et généralement, quand on mène ces campagnes, en particulier dans les collèges où on est vraiment très sensibilisé à ce risque-là, on sait très bien que quand la vaccination est faite dans une ambiance sereine, détendue, apaisée, ça se passe très bien et on peut anticiper beaucoup de ces réactions liées au stress de la vaccination. Voilà ce que j'avais à dire sur l'intérêt de la vaccination contre le HPV et j'espère vous avoir vraiment convaincu de la pertinence. Comme disait Monsieur Lebot, c'est vrai qu'on offre cette campagne de vaccination depuis 2 ans aux collégiens et il faut continuer à viser tous les jeunes et leur proposer à tous une protection contre les papillomavirus. Merci beaucoup, Dr Ketchatourian. Ce que je propose, c'est qu'on prenne un temps de questions-réponses. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez, dans le fil de discussion, poser vos questions, Dr Ketchatourian. Pour l'instant, je ne vois pas de questions. La présentation était extrêmement claire. Il y a juste un point technique, donc quelqu'un qui a des difficultés à voir le diaporama, on a fait des tests a priori, normalement il est visible, mais sachez qu'on le transmettra après à l'ensemble des participants et même aux personnes qui ne pouvaient pas être présentes. S'il n'y a pas de questions, merci beaucoup, Dr Ketchatourian. On enchaîne avec
Point suivant, donc le point suivant, c'est sur une présentation qui va vous être faite de la campagne en cours. Donc c'est aussi ce que disait le docteur Ketchatourian, c'est une campagne qui maintenant se fait depuis 2023, parce qu'on a fait sur 23-24 et 24-25 au sein des collèges. Donc c'est le docteur Sossou qui va intervenir sur ce point. Merci beaucoup. Donc, en continuité de tout ce qui a été dit, il y a une campagne actuellement de vaccination qui se déroule dans les collèges. Donc, l'objectif, c'est d'améliorer la couverture vaccinale des jeunes filles et des jeunes garçons pour diminuer l'apparition des cancers. Et parmi les leviers, d'accord, qui sont très efficaces, et on a notamment l'organisation de ces campagnes-là dans les collèges, qui a montré toutes ces preuves, comme on l'a dit précédemment, notamment dans plusieurs pays qui l'ont expérimenté, notamment la Suède, le Royaume-Uni, l'Australie, qui ont des taux de couverture vaccinale quand même supérieurs à 80%. Donc, afin d'augmenter cette couverture vaccinale, et au décours des expérimentations qui ont été réalisées dans ces pays-là, le 28 février 2023, il y a une annonce du président de la République qui lançait la campagne de vaccination gratuite contre le HPV au collège pour tous les élèves en classe du 5e, âgés de 11 à 14 ans. Donc, le 13 juin, on a eu l'instruction, la première instruction nationale qui a été diffusée aux directeurs des ARS et au rectorat pour les différentes modalités d'organisation de cette campagne-là. Donc, on a eu quand même de très bons résultats pour la campagne, qui sont disponibles sur le site de Santé publique France. Juste quelques chiffres, à la fin 2023, la couverture vaccinale des filles était à 54,6%. Donc, il y a eu plus 5,6 points pour la première dose et 44,7% pour deux doses à fin 2023. Pour les garçons, la couverture vaccinale était de 25,9% pour la première dose et 15,8% pour la seconde dose, fin 2023. Donc, il y a des chiffres beaucoup plus actualisés qui sont sur le site de Santé publique France. Donc, les grands principes de la campagne dans les collèges, comme on l'a dit, c'est une action universelle avec une vaccination gratuite pour les familles. Cette vaccination est indiquée pour tous les collèges publics et privés sous contrat qui sont volontaires. Donc, c'est une vaccination qui se réalise sur 2 années scolaires, puisqu'il faut 2 doses. Donc, elle peut se réaliser sur 2 années scolaires pour les étudiants, les élèves plutôt en 5e et en 4e pour la deuxième dose. Et pour réaliser cette vaccination, il faut une autorisation parentale des 2 parents qui est indispensable, ou au moins une autorisation d'un parent qui atteste qu'il est le représentant légal de l'enfant. Donc, il y a une autorisation bien adaptée à ça. La campagne est pilotée par les ARS, mais l'organisation des vaccinations, notamment dans les collèges, c'est coordonné par les centres publics de vaccination, notamment les 6 centres publics de vaccination que nous avons au niveau de la région Bretagne. Comment est-ce que c'est organisé concrètement? C'est qu'il y a une constitution d'équipe mobile qui comprend un responsable médical qui est soit un médecin ou une sage-femme qui se rendent dans les établissements scolaires pour pouvoir vacciner justement les jeunes qui auraient donné l'autorisation parentale. Alors, la première instruction, c'était spécifique vraiment pour les élèves qui étaient en classe de 5e, mais après, l'instruction a évolué et ça a été élargi justement aux EMS. Avant cette instruction qui est parue en décembre dernier, nous, en Bretagne, on a réalisé une première expérimentation. Donc, au printemps 2024, il y a un premier formulaire qui a été envoyé auprès des EMS pour indiquer leur intérêt, et sur le principe pour la campagne de la vaccination contre le HPV. Donc, on a eu environ 19 EMS qui se sont positionnés, qui étaient en faveur. En septembre, on a identifié quelques EMS volontaires pour expérimenter la campagne au sein de leur établissement. En octobre et décembre 2024, on a eu la première session justement qui a été réalisée dans les établissements qui se sont portés volontaires pour réaliser. Et il y a eu 6 de SMS au final, avec 39 jeunes qui ont été vaccinés lors de la première session.
entre la deuxième session, comme il faut 2 doses, va se réaliser entre avril et mai 2025 pour réaliser les 2 doses pour avoir le schéma complet. Et courant mai ou juin 2025, on va faire un retour d'expérience auprès des professionnels, que ce soit les professionnels de ces établissements-là ou même les centres de vaccination, pour pouvoir faire le point, pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et afin de mieux préparer la prochaine campagne qui va démarrer. Donc, l'instruction qui est parue, il y a de nouvelles, il y a les modalités d'organisation qui ont été définies dans cette instruction, ce qui fait justement l'objet de ce webinaire et qui va faire l'objet de la présentation qui va suivre pour vous présenter les différentes modalités contenues dans cette instruction-là. Parfait. On propose d'enchaîner. Donc, le point suivant, c'est sur la généralisation de la campagne de vaccination aux établissements médico-sociaux. Isabelle, je te laisse intervenir. Alors oui, en complément de l'expérimentation qui est menée actuellement, effectivement, l'instruction interministérielle a posé un cadre national en décembre 2024. Donc l'idée, c'était de vous présenter un peu le contenu de cette instruction interministérielle. Donc c'est l'élargissement de la campagne qui est actuellement réalisée dans les collèges, un élargissement aux jeunes des établissements médico-sociaux qui est proposé dès janvier 2025. La population cible dans l'instruction, ce sont tous les jeunes de 11 à 14 ans qui sont accueillis, que ce soit en internat ou en externat, dans les établissements du Code de l'action sociale et des familles, donc les IME, les ITEP, les IEM, les instituts pour jeunes déficients auditifs ou déficients visuels, et les établissements pour jeunes polyhandicapés. Le rôle des ARS est identifié pour la coordination du projet, suivre le déploiement sur la région et puis réaliser la phase d'évaluation. On retrouve dans l'instruction les mêmes grands principes qui ont été présentés précédemment par Angelo Sossou sur la campagne dans les collèges, c'est-à-dire que la vaccination elle est gratuite pour les familles. Pour qu'elle puisse être réalisée, il faut qu'il y ait les 2 parents aient donné leur autorisation à la vaccination. On est sur un vaccin, donc c'est le vaccin garde d'asile 9, c'est encore, c'est un vaccin contre les HPV, donc une administration de 2 doses espacées de 5 à 13 mois. L'administration du vaccin se fait sur le temps de présence du jeune dans l'établissement médico-social. Il peut être fait sur 1 ou 2 années scolaires. L'essentiel, c'est que ça respecte la période de 5 à 13 mois entre les 2 doses. L'équipe de vaccination, comme dans les collèges, doit comprendre un responsable médical, donc il doit être soit un médecin, soit une sage-femme. Et il est également proposé la possibilité de faire un rattrapage sur d'autres vaccinations qui sont au calendrier vaccinal national par la même occasion. Donc ça pourrait être du ROR, DTP, coqueluche, hépatite B, méningo, ACWY, mais ça reste une option facultative laissée à la région. Donc, si on schématise un peu l'organisation des étapes de la campagne dans les établissements médico-sociaux, la première phase, c'est une phase d'information aux jeunes et à leurs familles sur la vaccination contre le HPV, l'intérêt de cette vaccination, et puis sur des informations sur la campagne de manière générale. Et puis, il faut leur transmettre le formulaire d'autorisation parentale, donc c'est un modèle déjà existant. L'instruction préconise que l'établissement médico-social organise une instance de pilotage au sein de son établissement. Ensuite, il y a le recueil des autorisations parentales, donc les réceptionner et recueillir les avis positifs. À partir de ça, commander et acheter les vaccins nécessaires pour l'administration aux jeunes pour lesquels il y aura une autorisation parentale. L'instruction préconise aussi, alors en fonction aussi des situations des jeunes, mais une séance préparatoire pour les préparer à l'acte vaccinal. Donc, ça peut être proposé en amont de la séance de vaccination. Ensuite, il y a la réalisation de la séance de vaccination, donc qui est sous responsabilité médicale. Donc, en gros, c'est consultation du carnet de santé, entretien pré-vaccinal, administration du vaccin et une phase de surveillance post-vaccinale. Alors, évidemment, l'organisation de ces sessions de vaccination sont adaptées au regard des spécificités de certains handicaps. Il peut y avoir présence d'un adulte ou d'un tiers si besoin. La surveillance post-vaccinale peut être adaptée en fonction des situations, etc. Et donc, ces séances, il y en aura 2 espacées de 5 à 13 mois, donc sur 1 ou 2 années scolaires.
Et à l'issue de la session de vaccination, donc il y a une étape de traçabilité de la vaccination, donc avec l'inscription dans le carnet de santé de ce qui a été administré et dans le DUI. La déclaration des effets indésirables si jamais il y en a, la remontée de données à l'ARS, puisque comme je le disais, nous, on est responsable aussi du suivi et de l'évaluation de ce qui est réalisé. Et puis les demandes de prise en charge à l'assurance maladie, puisque le vaccin est pris en charge à 100% par l'assurance maladie dans le cadre de la campagne. Alors, l'instruction précise qu'en première intention, les séances de vaccination doivent être réalisées par les équipes de l'établissement médico-social. Donc, si cette situation est retenue, l'établissement doit signer un contrat de co-responsabilité avec l'ARS. Donc, c'est un contrat, en fait, qui cadre la gestion des données personnelles qui sont contenues dans les autorisations parentales. Comme on va gérer de la donnée personnelle, voilà, il y a un cadre réglementaire avec le RGPD qui contraint à signer un contrat de co-responsabilité, c'est-à-dire que l'établissement gère les données personnelles des familles pour le compte de l'ARS. C'est un contrat dont le modèle est présent en pièce jointe de l'instruction. Pour les commandes et achats de vaccins, donc il y a deux situations. S'il y a une PUI dans le SMS, dans ce cas-là, l'établissement est autonome, il peut gérer les vaccins, les commandes et les achats de vaccins. L'établissement conventionne avec la CEPAM de son territoire pour effectuer les demandes de remboursement et de prise en charge à 100% des vaccins commandés. En revanche, si l'établissement n'a pas de PUI, il faut envisager une mise à disposition des vaccins par le centre de vaccination du territoire. Donc, dans ce cas-là, il y a une convention nécessaire entre l'établissement médico-social et le centre de vaccination en question. C'est le centre de vaccination qui commande et qui achète les vaccins, donc en lien avec l'établissement qui lui dit ses besoins en fonction des autorisations parentales remontées. Et la livraison des vaccins à l'ESMS est a priori possible, c'est-à-dire que c'est le centre de vaccination qui commande et ça pourrait être livré à l'établissement médico-social sous réserve de valider ça avec le laboratoire qui produit le vaccin. Pour les séances de vaccination, elles doivent être sous responsabilité médicale, c'est-à-dire qu'il y a forcément présence d'un médecin ou d'une sage-femme. Donc, soit c'est possible au niveau de l'organisation interne de l'établissement de prévoir cette responsabilité médicale le temps de la séance de vaccination. Dans ce cas-là, il peut gérer sa séance en autonomie. Soit ces ressources humaines sont insuffisantes, il n'y a pas de présence médicale ou de sage-femme, et dans ce cas-là, il peut faire appel à des professionnels de santé vacataires, donc un médecin ou une sage-femme vacataire qui va venir assurer la responsabilité de l'organisation de la séance de vaccination. Dans ce cas-là, de la même manière, la vacation du professionnel de santé est prise en charge à 100% par l'assurance maladie, mais du coup, ça nécessite la signature d'une convention entre l'établissement médico-social et la CEPAM. Et puis ensuite, l'établissement médico-social remonte la demande de prise en charge de la vacation à sa CEPAM. Dans tous les cas, il y aura besoin que l'établissement médico-social remonte de l'information vers l'ARS pour pouvoir assurer le suivi des vaccinations réalisées. Donc ça, c'est en première intention. Donc si je reprends le schéma du départ, ça veut dire que l'établissement médico-social assure toute la première ligne d'organisation, information aux familles, transmission du formulaire d'autorisation parentale, recueil des autorisations parentales. Commande d'achat de vaccins, ça c'est selon qu'il y a une PUI ou pas, ça peut être une mise à disposition par un centre de vaccination. Ensuite, la séance de vaccination est réalisée avec plus ou moins recours à un vacataire. Et puis, dans le dernier bloc, les demandes de prise en charge à l'assurance maladie, c'est uniquement s'il y a achat de vaccins via la PUI ou recours à des vacataires. Donc là, l'établissement doit faire des demandes de prise en charge à l'assurance maladie. Donc ça, c'était en première intention. Ensuite, en cas d'impossibilité d'organiser les séances de vaccination en interne sur le modèle qui vient d'être présenté, l'établissement médico-social peut se rapprocher de l'ARS pour mobiliser une équipe d'un centre de vaccination. Et dans ce cas-là, le centre de vaccination va organiser une séance sur le même modèle que ce qui est fait dans les collèges et qui vous a été présenté précédemment, donc avec la mobilisation d'une équipe mobile qui va se rendre dans l'établissement médico-social. Dans cette situation-là, l'établissement médico-social assure la communication des informations aux familles, gère la remontée des formulaires d'autorisation aux familles et signe une convention de sous-traitance avec l'ARS. Alors toujours, cette convention, elle a pour objectif de
c'est un cadre RGPD, protection des données par rapport à la gestion des formulaires d'autorisation. Le centre de vaccination, lui, assure la commande des vaccins, la constitution d'une équipe mobile. Et cette équipe mobile se rendra dans l'établissement médico-social pour assurer la séance et le suivi post-vaccinal avec l'appui du personnel de l'établissement médico-social autant que de besoin. Ensuite, le centre de vaccination, dans cette situation-là, c'est lui qui assure les demandes de prise en charge de vaccins et de vacation de professionnels de santé à l'assurance maladie. Et la traçabilité de la vaccination est assurée via un outil qui est mis à disposition des centres de vaccination et qui s'appelle Colibri. Donc, on reprend le schéma de départ. Donc ici, il y a tout le début du process qui est relève de la responsabilité de l'établissement médico-social, mais alors en lien avec le centre de vaccination, évidemment, puisque c'est une co-organisation. Donc l'information, la gestion des autorisations parentales. Le centre de vaccination assure commande et achat de vaccins. Et ensuite, donc, la partie séance de vaccination, c'est la mission du centre de vaccination avec plus ou moins l'appui du personnel de l'établissement médico-social selon les spécificités du handicap et selon les besoins des jeunes. Et après, toute la partie post-séance, ça relève du centre de vaccination. Donc, les différentes options qui sont proposées en Bretagne pour permettre aux établissements médico-sociaux de répondre à l'instruction interministérielle de décembre 2024. La première option, c'est une option qui n'est pas indiquée en clair dans l'instruction, mais qui nous semble pertinente. C'est dans les situations où il y aurait des établissements où il y a très peu de jeunes de 11-14 ans pour lesquels la vaccination est nécessaire, soit parce qu'il y a très peu d'enfants, très peu d'autorisation. Dans ce cas-là, on peut imaginer qu'on oriente vers une vaccination qui relèverait du droit commun, c'est-à-dire que ça ne s'inscrirait pas dans la campagne nationale. Donc, l'établissement doit quand même s'assurer que les jeunes et les familles sont informés sur l'intérêt de la vaccination. L'établissement vérifie le statut vaccinal des jeunes. Alors, ça peut par exemple se faire à l'occasion de la visite médicale annuelle obligatoire. Et puis, selon la disponibilité de ces ressources, eh bien, la vaccination peut être prescrite dans l'établissement et réalisée en ville, ou prescrite et réalisée en ville. Ou ça peut être fait aussi, c'est une erreur. Non, c'est ça. Ça peut être réalisé dans l'établissement ou en ville, mais hors campagne, c'est-à-dire que c'est une prise en charge en ville avec un remboursement du vaccin pour les familles à hauteur de 65% par l'assurance maladie et le reste pouvant être pris en charge par la mutuelle. Donc là, on est hors cadre de la campagne nationale. L'option 2, c'est ce qui est indiqué en première intention dans l'instruction. C'est l'établissement médico-social s'inscrit dans la campagne nationale et il en assure le déroulement dans sa structure. Donc, il assure la phase d'information des jeunes, la gestion des formulaires d'autorisation parentale. L'établissement s'approvisionne en vaccins, donc soit via sa PUI ou via une mise à disposition par le centre de vaccination. Il assure les séances de vaccination en faisant, si besoin, appel à des vacataires pour réaliser les séances de vaccination. Donc ça, c'est vraiment le schéma qui est proposé dans l'instruction en première intention. Et enfin, l'option 3, donc c'est la situation où l'établissement n'est pas en mesure d'assurer la campagne et fait appel au centre de vaccination pour mettre en place des équipes mobiles au sein de son établissement sur le même schéma que ce qui est fait en collège actuellement. Donc, les suites à donner par rapport à ces choix possibles. Donc, le webinaire, déjà, on va vous réadresser le diaporama, comme je vous le disais. Le webinaire, il est enregistré et il sera disponible pendant 1 mois sur la chaîne YouTube de l'ARS. On vous enverra le lien. Et on va également vous adresser un formulaire, qui est un formulaire en ligne, donc qui sera à compléter par chaque établissement pour justement indiquer quelques informations sur votre établissement, par exemple le nombre de jeunes de 11-14 ans qui sont dans votre établissement et qui ne sont pas scolarisés en milieu ordinaire, et également l'option retenue au niveau de votre structure. Et à l'issue de ce questionnaire, on pourra vous faire un retour en fonction des options que vous avez choisies, pour vous aider notamment sur la partie contractualisation qui est nécessaire en fonction des options choisies.
Et en septembre, donc quoi qu'il arrive et quelle que soit l'option retenue, l'ARS fera un rappel à tous les établissements médico-sociaux sur le lancement de la prochaine campagne sur l'année, parce que les campagnes sont donc en année scolaire, donc la prochaine campagne 2025-2026. Merci beaucoup Isabelle. Un dernier point de présentation qui est tout aussi important sur les ressources utiles. Jérémy, je vous laisse Oui, tout à la fait. parole. Alors, tout d'abord, effectivement, on vous a remis en première slide les documents qui sont joints à l'instruction et ça répond en partie à certaines questions qui sont sur le chat, notamment en termes de communication auprès des parents et des représentants légaux. Donc, vous avez à disposition, au sein de l'annexe 7, une lettre d'information institutionnelle de communication sur la campagne de vaccination. Vous avez également en annexe des formulaires d'autorisation parentale qu'il convient de faire signer effectivement auprès des deux parents, avec un formulaire à destination des centres de vaccination, si cette option est choisie, et un autre formulaire à destination des ESMS. Vous avez également des modèles de convention ARS ESMS, donc qui correspondent à l'annexe 5, pour attester de la responsabilité conjointe du traitement des données personnelles, si la réalisation est effectuée en interne au sein de l'établissement, par l'établissement. Et vous avez un modèle de contrat de sous-traitance dont on a parlé également, ARS ESMS, donc c'est l'annexe 6, si une intervention d'une équipe mobile de vaccination. Vous avez également sur le site amedi.fr d'un guide utilisateur de téléservice pour la prise en charge à 100% des vaccins HPV commandés dans le cadre de la campagne. Vous avez également un certain nombre de ressources en ligne que vous pouvez aller voir qui répondront peut-être en partie à un certain nombre de vos questions, notamment le site de référence pour la vaccination donc de Santé publique France, vaccination infoservice avec des précisions spécifiques sur les infections à papillomavirus humain. La campagne de communication qui est assurée par l'Institut national du cancer, qui vise à faciliter l'adhésion des parents et des jeunes à cette vaccination. Vous avez des supports également pour l'information des parents, sous différentes formes. Un flyer d'information que vous retrouvez sur le site de l'ARS Bretagne. BD Santé, qui est un document facile à lire, à comprendre, également sur le site de l'ARS Bretagne, donc spécifique pour la vaccination contre les HPV. Et vous avez également une vidéo de 3 minutes sur YouTube qu'il est possible de communiquer. Pour les jeunes, vous avez également le même type de support. Vous avez un journal pour les jeunes, donc également sur le site de l'ARS. Une vidéo également d'1 minute sur YouTube et un espace jeune dédié sur le site internet de l'INCa avec des informations adaptées et des jeux. On vous informe également de la possibilité de recourir au centre de ressources pour l'accès aux soins des personnes en situation de handicap, Brest Santé Handicap, qui est géré par l'association Brest Handicap, qui est vraiment la porte d'entrée pour l'accès aux soins des personnes en situation de handicap et qu'il ne faut pas hésiter à solliciter en cas de besoin. Ils ont un site internet qui est très bien fait avec un certain nombre de ressources disponibles sur leur site et vous pouvez également les contacter à l'adresse indiquée sur la slide. Et je précise également qu'il y a le centre de ressources Intimagir, qui est également géré par l'association Brest Handicap et qui est spécifiquement dédié à tout ce qui est vie intime, affective et sexuelle des personnes en situation de handicap, à la lutte contre les violences et également au soutien à la parentalité. Donc on pourra peut-être vous rajouter également le contact du centre ressources Intimagir, un peu plus spécifique sur ces questions-là. On vous a mis également en slide récapitulative les contacts des centres publics de vaccination, donc en fonction de l'implantation géographique de vos établissements. Et enfin, donc les contacts institutionnels, donc un peu plus classiquement, donc n'hésitez pas à contacter directement vos interlocuteurs habituels en délégation départementale. Et on vous a remis effectivement également les adresses des CEPAM départementales pour tout ce qui concerne la facturation, les conventions, vaccins et vacations.
Parfait. Merci beaucoup, Jérémy. On va prendre les différentes questions que vous avez pu poser. Alors, certaines, il y a déjà des réponses qui ont été faites par Jérémy dans l'ordre. Alors, il y en a une première peut-être qui concerne, voilà, est-ce qu'il y a une campagne de communication qui sera diffusée dans les ESMS auprès des familles? Donc, je pense que là, ça a été spécifiquement explicité. Ça me semble important que ce soit les établissements qui assurent cette communication, et toutes les ressources existent, c'est-à-dire qu'il y a le courrier à l'attention des parents, le formulaire d'autorisation et tous les documents qui viennent de vous être présentés par Jérémy Drouet qui sont vraiment à disposition. Et pour nous, c'est important que ce soit les établissements qui assurent cette communication parce que c'est vous qui connaissez les familles, c'est vous qui connaissez les jeunes que vous accueillez, mais en tout cas, les ressources sont disponibles pour pouvoir faire cette communication. Alors, après, dans les autres questions, une question sur est-ce que c'est la même organisation que dans les établissements scolaires privés, c'est-à-dire avec une équipe mobile sur la base du volontariat? Alors, non. En fait, ce qu'on propose, et c'est pour ça que le travail qui a été fait, c'est avec 3 options. Et l'intérêt de ces 3 options, c'est d'essayer de trouver la réponse qui est la plus adaptée en fait pour chaque situation et pour chaque établissement. Ce qui nous paraît important en fait, c'est que vous puissiez vous trouver l'option la plus adaptée à vos besoins. Donc, soit vous êtes dans l'option 1, c'est l'option, ce que disait Isabelle Romont, qui n'est pas prévue par l'instruction, mais qui nous a semblé importante de mettre et de permettre, parce qu'en fait, c'est celle qui permet finalement de répondre simplement et facilement à peut-être un tout petit nombre d'enfants à vacciner, à peut-être une organisation, vous connaissez bien les enfants, vous connaissez bien les familles, et finalement, vous savez que c'est quelque chose que vous allez pouvoir suivre et gérer directement sans rentrer dans la campagne nationale. L'objectif, c'est que les enfants soient vaccinés. Donc, dès lors que les enfants sont vaccinés, donc que ce soit dans la campagne ou pas dans la campagne, j'ai envie de dire, c'est pas ça l'enjeu, c'est vraiment celui de la vaccination. Donc, cette option 1, c'est pour ça qu'on vous la propose, pour que ce soit plus facile et plus simple à mettre en œuvre. Et puis après, vous avez bien évidemment les 2 autres options en propre et avec les équipes mobiles des centres de vaccination. Donc l'idée, c'est quand même que vous puissiez quelque part agir auprès, c'est la différence avec des collèges privés. Les collèges privés, s'ils ne sont pas volontaires, ils n'ont pas d'information et de communication à faire auprès des jeunes qu'ils accueillent. Et l'idée, c'est que vous puissiez avoir une information et une communication auprès des jeunes que vous accueillez et vous inscrire dans l'une des 3 options. Je ne sais pas, Isabelle, je te laisse regarder. Il y a une question, enfin, j'en ai vu plusieurs, je crois, sur effectivement, il y a pas mal de jeunes qui vont être scolarisés sur un certain temps en milieu ordinaire dans un collège et puis après sur une autre partie du temps dans l'établissement médico-social. Alors, je ne connais pas toutes les organisations, mais théoriquement, s'ils sont dans le collège, ils sont élèves du collège, donc la vaccination doit leur être proposée déjà depuis 2 ans dans ce cadre-là. Après, peut-être, enfin, je vous orienterai quand même vers une vérification de leur statut vaccinal et puis en discuter peut-être avec les familles pour s'assurer qu'ils ont bien eu cette opportunité-là au sein du collège, enfin, en tout cas au sein de leur temps réalisé au collège. Si c'est pas le cas, bah, ça peut être fait dans le SMS. Il n'y a pas tellement de règles. Le tout, c'est qu'ils aient eu l'opportunité dans un des 2 endroits. Mais a priori, s'ils sont sur un modèle mixte, milieu ordinaire et médico-social, normalement, ils ont eu cette opportunité de vaccination au sein du collège. Peut-être il y a une question sur est-ce qu'une infirmière peut vacciner ou docteur Khatchatorian, vous voulez répondre? Oui, pour l'injection, clairement, elle peut être faite par une infirmière. Après, nous, c'est vrai que quand on vaccine dans les collèges, la présence d'un médecin ou d'une sage-femme est obligatoire. Donc après, je ne sais pas pour cette campagne-là, Madame Romont, si je pense que, si la présence médicale / sage-femme va être aussi requise, si c'est en autonomie. Ouais. Oui, non. Ouais. Alors, donc effectivement, l'infirmière peut vacciner, elle est habilitée, il n'y a aucun souci là-dessus, mais c'est vrai que l'instruction, comme dans les collèges et dans les établissements médico-sociaux, cadre la responsabilité de l'organisation, de la réalisation de la session de vaccination avec la présence d'un médecin ou d'une sage-femme. Donc, c'est pas une question d'habilitation, c'est vraiment un cadre imposé par l'instruction. En soi, une infirmière pourrait le faire sans présence médicale, mais voilà, l'instruction nous donne ce cadre-là obligatoire. Peut-être une autre question pour le docteur Khatchatorian. Je ne sais pas si vous avez la réponse. La question qui est posée, c'est nous accompagnons beaucoup de jeunes victimes de viol. Est-ce qu'il est trop tard pour les vacciner? Et puis il y a la question autour du traumatisme. Voilà, comment ne pas réactiver un traumatisme? Non, il n'est jamais trop tard de vacciner contre le papillomavirus si on est dans
dans l'âge actuellement requis, c'est vrai qu'on dit c'est vraiment l'adage de se dire qu'on vaccine avant d'être en contact avec les HPV, mais on peut vacciner jusqu'à plus tard et c'est ce que démontrait l'étude suédoise, hein, ou même jusqu'à une vaccination après 17 ans et donc probablement jusqu'à plus tard, il y a un intérêt à la vaccination. Se discute d'élargir l'âge chez les jeunes filles de vaccination en France, hein, on reste à 19 ans, mais se discute d'aller jusqu'à 26 ans. Donc, si vous avez des jeunes dans les tranches d'âge de vaccination, vous pouvez les vacciner, quel que soit l'historique de rapports sexuels ou de viol. Et après, c'est un accompagnement, hein, dans chaque situation. C'est pour ça que là, on fait aussi appel à vous en tant que professionnel du médico-social pour voir comment on peut aborder la vaccination et comment on peut faire cette vaccination chez ces jeunes avec des traumatismes en lien avec la sexualité. Une autre question aussi peut-être, docteur Khatchatourian, sur les jeunes qui n'ont pas de carnet de santé, pour lesquels on n'a pas le stade vaccinal antérieur. Clairement, pour le papillomavirus, si on n'a pas d'antécédent de vaccination, on revaccine, il n'y a aucun risque à revacciner. Et au vu des données de couverture vaccinale jusqu'à ces dernières années en France, il y a plus de risques qui n'aient pas été vaccinés que vaccinés. Donc, si pas d'antériorité vaccinale, vous pouvez reproposer la vaccination. Peut-être aussi sur une question d'organisation, mais la réponse a été apportée, mais c'est pour être bien sûr que les choses ont pu être comprises. C'est voilà, vous indiquez qu'il y a un grand nombre d'IME qui n'ont pas de médecin, seulement une IDE, et est-ce que voilà, de ce fait, nous ne sommes pas conformes à l'équipe médicale? Donc ça, c'était répondu. Et la question, c'était quelle alternative? Donc c'est pour ça que ces trois options qui sont proposées, c'est justement l'idée d'avoir des alternatives en fonction de la réalité de vos ressources et de vos moyens au sein de vos établissements. Il y a une question aussi sur le nombre. Est-ce qu'il y a un nombre minimum d'enfants dont l'établissement doit disposer pour faire appel au centre de vaccination? Alors, peut-être dire deux choses par rapport à ça, parce que ça renvoie aussi à une question de planification. C'est-à-dire que dès lors que vous allez faire appel effectivement aux équipes d'un centre de vaccination, les choses vont essayer de s'organiser en parallèle de la campagne dans les collèges pour que les moyens soient mobilisés sur les mêmes temporalités. Alors, c'est des choses qui sont encore en train de se définir, mais globalement, on va passer à une seule session de vaccination par année scolaire et plutôt la tendance pour les centres de vaccination pour la prochaine année scolaire, c'est plutôt une vaccination, on va dire, février, mars, avril, mai, c'est plus cette période-là. Donc, il y aura un enjeu, en fait, à quand même synchroniser les temporalités pour s'assurer que les moyens sont mobilisés à peu près au même moment. Et après, sur le nombre d'enfants minimum, quelque part, il n'y en a pas. Après, c'est juste pour le centre de vaccination de s'assurer qu'il peut, dans ce cas-là, être en proximité géographique et organiser le déplacement. Après, ce qu'il faut mesurer, c'est que dès qu'on va aller se déplacer pour un enfant, ça va être énormément de temps de mobiliser au sein de l'établissement et auprès des professionnels du centre de vaccination. Et c'est pour ça qu'on renvoie vers l'option 1. Et que si vous avez vraiment la possibilité, dans le cadre de l'option 1, de pouvoir organiser cette vaccination pour un enfant et que vous avez la certitude que ça va pouvoir être fait, ben c'est plutôt vers cette option-là qu'on vous oriente. Après, voilà, il n'y a pas de nombre minimum, mais il faut quand même avoir une certaine logique d'efficience et de maîtrise des coûts. Et donc, c'est aussi le centre de vaccination qui pourra vous répondre sur ces questions-là et pouvoir vous proposer la solution la plus adaptée en fonction des territoires qu'il couvre et des lieux sur lesquels il se déplace. Docteur Khatchatourian, je ne sais pas si vous avez la réponse, mais voilà, c'est des choses auxquelles vous êtes très attentifs, je sais, quand vous organisez les déplacements des équipes. C'est vrai que même sur les collèges, hein, on avait convenu qu'il n'y avait pas de nombre, hein, qu'on n'y allait que pour un élève. C'est arrivé, je crois, qu'une fois. Voilà. Après, si clairement vous êtes en difficulté et que vous avez besoin qu'on intervienne, ça fait partie aussi de nos missions et on est là pour vous aider, vous accompagner dans les débuts. Et c'est vrai que du coup, on a aussi l'avantage qu'un médecin se déplace systématiquement. Donc oui, c'est beaucoup de mobilisation, mais si le temps de mettre en place cette vaccination, vous avez besoin d'aide, on restera disponible, en tout cas pour le CVP de Quimper. Il y a une autre question dans le chat là. C'est vrai qu'on a parlé exclusivement des questions, hein, notamment sur la vaccination HPV, non du méningocoque, avec l'inquiétude des parents. C'est vrai qu'on a fait un focus sur le HPV, mais il y a des évolutions en cours, notamment pour la campagne à venir. Donc, on n'hésitera pas à revenir vers vous avec ces nouvelles évolutions, notamment spécifiques sur le méningo.
Il y a des questions aussi concernant la vaccination du public ayant des troubles psychiatriques. Alors, il y a plusieurs questions, mais avec le stress encore plus majoré, quelle pédagogie est conseillée? Est-ce qu'il y a une possibilité de reporter la vaccination et comment choisir le moment? Là, clairement, c'est aussi là où si c'est je donne vraiment l'exemple quand on est allé sur l'ITEP de Quimperlé, c'est vrai que on est accompagné par les équipes de l'établissement qui connaissent bien les jeunes, qui sont là aussi. On ne fait pas que de l'acte vaccinal, on discute avec eux, on les met en confiance. Quand on voit que pour certains jeunes, c'est beaucoup plus compliqué, on essaye de les prendre à part et de ne pas les laisser avec tous les autres jeunes pour vraiment avoir ce temps un petit peu. C'est vraiment de l'approche un petit peu au cas par cas. Et c'est à vous, en connaissant vos jeunes, de savoir ce qu'il est possible de faire ou pas et s'il y a besoin d'être accompagné. Mais ça, j'ai pas la solution pour toutes les situations, puisque quand même le champ est quand même très très large de situations des jeunes que vous accueillez. Donc c'est de voir ce qu'il est possible et raisonnable de faire. En tout cas, c'est vraiment essayer d'être dans des situations les plus calmes et les plus accompagnantes possibles, en leur expliquant avec des mots très simples l'intérêt de la vaccination, sans rentrer dans des détails. Pour autant, clairement, les discours qu'on a tenus à l'ITEP, c'était pas du tout les mêmes que ce que l'on tient quand on va dans les collèges. On s'adapte au public et on compte sur vous quand on intervient pour nous orienter aussi sur ce que l'on peut dire, ce que l'on peut faire avec les jeunes. Et puis, si c'est vrai que ça arrive que la campagne soit mise en place et qu'il y ait des jeunes pas équilibrés sur le plan psychiatrique et que vous pensez que c'est pas le bon moment, on sera pas là pour faire du forcing et personne n'est là pour faire du forcing. On est vraiment là pour apporter une protection suffisante pour lutter contre les cancers, mais on s'adapte avant tout et on veut qu'il y ait un bénéfice, pas une pression ni quoi que ce soit. Peut-être une précision je crois qu'il y a une question un peu sur le calendrier. Est-ce que la campagne pourra être renouvelée pour la 12e dose? Est-ce une campagne qui se renouvellera pour les jeunes qui arriveront en âge l'année prochaine? Donc oui, c'est vraiment l'idée là, comme dans les collèges, la campagne, elle est renouvelée tous les ans. Donc elle a démarré en 2023-2024. Là, on est en train de réaliser la 2e. En mois de septembre, on démarrera la 3e campagne et l'idée, c'est qu'à chaque campagne, effectivement, soit on finisse le schéma vaccinal du jeune, s'il a eu sa première dose l'année d'avant, on administre la 2e, soit s'il y a des nouveaux entrants dans l'établissement ou des jeunes qui avaient 10 ans l'année d'avant et qui arrivent à 11 ans sur la campagne en cours. Voilà, c'est vraiment l'idée du renouvellement de la campagne chaque année et d'y inscrire tous les jeunes qui sont concernés à chaque fois et de finir le schéma vaccinal complet. Sur la traçabilité de la vaccination, comment transmettre les informations à l'ARS. Donc ça, c'est pour ça que j'insiste sur l'importance du formulaire qu'on va vous transmettre à tous et où il va falloir que vous nous indiquiez l'option que vous allez retenir parce que justement, ça va nous permettre ensuite d'adapter la transmission, les modalités de remontée d'informations à l'ARS. Alors, pour rentrer un peu dans le détail, l'option 1, ça relève du droit commun. Donc nous, on ne va pas tracer la vaccination qui est réalisée, puisqu'elle sera prise en charge en ville. Ce sera dans une base de données nationale, le SNDS, qui est la base de données de l'assurance maladie avec les remboursements de vaccins. Donc, on aura l'information comme n'importe quelle vaccination est faite par ailleurs. Donc, l'option 1, il n'y aura pas de traçabilité spécifique et mis à part le fait de remonter l'information que vous avez choisi cette option, on n'ira peut-être pas forcément plus loin dans le détail. Sur l'option 2, par contre, on va mettre en place un outil qui est encore à déterminer, mais justement pour savoir un peu ce que vous réalisez en autonomie dans votre établissement en termes de vaccination. Et l'option 3, avec le recours à un centre de vaccination. Dans ce cas-là, les centres de vaccination sont équipés avec un logiciel qui permet de remonter de l'information automatiquement à l'ARS. Donc, l'établissement n'aura pas à remonter d'informations a priori. Ce sera fait via le fameux logiciel qui s'appelle Colibri. Et ça sera assuré par le centre de vaccination. Donc, c'est surtout sur l'option 2 où il faut qu'on mette en place un outil, effectivement, qui va nous permettre de suivre un petit peu les vaccins qui sont administrés au sein de vos établissements. Et cette info, elle sera à nous remonter chaque année.
De la même manière, les options, là, on va vous adresser un formulaire, mais potentiellement, il sera renouvelé chaque année puisque voilà, la situation peut évoluer, vous pouvez changer d'avis, vous pouvez vous organiser autrement, il peut y avoir un nombre de jeunes concernés différents, donc ce sera quelque chose à renouveler à chaque campagne. Peut-être reprendre juste la question du volontariat, parce que c'est reposer en fait la question, est-ce que cette campagne est sur la base du volontariat des établissements? Donc juste redire qu'il y a une instruction donc, qui pose un cadre, et donc dans cette instruction, ce qui est posé comme cadre, c'est qu'on puisse proposer la vaccination aux enfants qui sont accueillis dans des établissements médico-sociaux. Donc je pense que c'est ça qui est important. Donc ça veut dire que quand on lit les choses de cette façon-là, il n'y a pas de question de volontariat en fait. Ça veut dire que cette offre elle doit pouvoir être proposée à tous les enfants. Après, ce que je redis, et j'espère que du coup je serai suffisamment explicite, c'est qu'en faisant les 3 options 1, 2 et 3, et comme vient de la rappeler Isabelle, avec une option en ville qui est hors campagne, on vous offre une souplesse pour vous permettre, si vous le souhaitez, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas dans l'option 2 ni 3, c'est de vous dire finalement, est-ce qu'à minima, on s'est assuré qu'on a informé les familles et les enfants de cette vaccination et qu'on leur a expliqué voilà, les avantages qu'il y avait à pouvoir être vaccinés et qu'ils avaient une possibilité d'aller se faire vacciner en ville et si possible de les accompagner. Donc ça vous permet d'avoir une option qui est hors campagne et d'avoir une solution beaucoup plus souple. Donc voilà, ce qu'on souhaite, c'est que vous puissiez vous inscrire dans l'une de ces 3 options. Et ce que disait Isabelle Romont, c'est que le formulaire qu'on va vous adresser, la réponse qui va être attendue, c'est notamment pour nous indiquer quelle option vous choisissez. Donc voilà, ça vous permet d'avoir de la souplesse aussi dans ces modalités-là. Après, l'intention, c'est vraiment l'offre puisse être proposée à tous les enfants, aussi bien au collège que dans les établissements médico-sociaux. Il y a une question sur l'ESMS. Peut-il consulter le SNDS pour les jeunes? Je ne suis pas sûre de comprendre ce qui est attendu derrière. Le SNDS, non, c'est plutôt une base de données à usage statistique et administratif. Donc, c'est pas possible de le consulter. Si c'est pour connaître le statut vaccinal des jeunes, c'est vraiment le carnet de santé qui fait foi, ou consulter la famille. Ça peut être à l'occasion de la visite médicale annuelle, voilà, faire le point sur le statut vaccinal des jeunes. Mais non, il n'y a pas possibilité de consulter les données. Peut-on proposer aux 15-19 ans non vaccinés de bénéficier de la campagne, option 2 ou 3? Alors, c'est d'un point de vue de santé publique complètement. Enfin, je laisserai le docteur Cacciatore en répondre. Après, d'un point de vue administratif, la campagne, elle est uniquement sur les jeunes de 11-14 ans. Donc, si ça ne s'inscrira pas dans la campagne, puisque ce n'est pas la cible de la campagne, et donc il n'y aura pas de prise en charge à 100% des vaccins et prise en charge des vacations de professionnels de santé qui pourraient être mises en place. Par contre, après, sur l'intérêt général de vacciner au-delà de 15 ans, je vais vous laisser compléter, on l'a déjà dit, mais voilà, c'est complètement bénéfique, mais ça relèvera du droit commun, ça sera pas dans le cadre de la campagne. Ça peut se réfléchir après si le centre de vaccination intervient ou ça, de voir après si cela peut s'intégrer. Mais c'est vrai que ça va être sur une histoire de remboursement après qui peut être un peu plus problématique. Mais si vous trouvez d'autres solutions pour les faire vacciner et que vous lancez ces campagnes, il faut vraiment s'assurer que tous les jeunes jusqu'à 19 ans soient correctement vaccinés. Avec attention, cette fois-ci, normalement, au vu des recommandations actuelles, un schéma 3 doses. On parlait d'un schéma 2 doses, mais au-delà de 15 ans, on est sur un schéma 3 doses. Donc, pareil, l'organisation, après, pour recevoir les doses à M2 et à M6, du coup, c'est aussi notre organisation. Donc, c'est pour ça qu'il faut voir quelles sont les options possibles si ces jeunes-là que vous avez sous la main ne sont pas vaccinés, voir quel autre circuit on peut utiliser. Merci beaucoup. Par souci de maîtrise du temps, je pense qu'on a dû traiter l'ensemble des questions. Parfois, on a pu les recouper. Donc, merci beaucoup pour votre participation et présence à ce webinaire. Peut-être, Jérémy, rappeler les prochaines étapes. Tout à fait. On va donc transmettre via les délégations départementales de l'ARS un formulaire donc, du coup, à renseigner, comme on l'a indiqué, pour savoir effectivement quelle option sera retenue par vos établissements. Et donc, du coup, on attend vos retours patiemment. Voilà.
crois qu'on avait fixé la date du 25 avril pour le retour du questionnaire. Enfin, ça vous sera reconfirmé dans le message. Parfait. Merci beaucoup. Bonne fin de Merci journée à tous. Merci à les intervenants. Alors, je sais pas. Alors, Cécile, on essaie une dernière fois peut-être. Est-ce que Cécile Dolo pour l'assurance maladie, est-ce que ça fonctionne, la technique? Oui. Vraiment désolé, Cécile. Ah, on t'entend. Bonjour. Ah, parfait. Bonjour, Cécile. Désolée. Hein. Non, mais c'était un petit problème au démarrage, mais il n'y a pas de souci. Je pense que à ce niveau d'information, peut-être que les informations assurance maladie viendront peut-être plus dans un deuxième temps. Donc, c'est pour ça qu'on a bien remis les contacts pour tout ce qui est facturation, convention, qui serait à réaliser dans le diaporama. Oui, tout à fait. En fonction des options retenues, effectivement, on pourra compléter les informations pour le cadre administratif et pour tout ce qui concerne la facturation. Merci beaucoup, Cécile. Et je pense qu'il y avait Christelle Le Billon avec vous également. Bonjour, Christelle. Bonjour et au revoir. Donc. Merci, Christelle. Merci. Au revoir, bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Ouais.